plus d'1 an, nous nous sommes réunis et avons manifesté pour avoir une reconnaissance pour les soignants de réanimation. Et quelques jours plus tard, une vraie reconnaissance des compétences des IAD, des infirmiers anesthésistes diplômés d'État. Nous avons ici même mis en avant les manquements de ces deux spécialités, les évolutions et les décisions à prendre pour avoir une reconnaissance légale et financière. De plus, en parallèle, la CGT a alerté la direction au niveau national de la future pénurie de soignants. Malheureusement, les mises en garde émises par la CGT n'ont pas été entendues. 1 an plus tard, aujourd'hui, le constat est le suivant. Au niveau des soins critiques, seuls les IDE touchent la prime de soins critiques. Alors même que l'essence de ces services est le travail en binôme. Au niveau des infirmiers anesthésistes, la reconnaissance des compétences spécifiques de ce corps de métier n'ont toujours pas été reconnues, malgré le rapport IGAS. Au niveau de l'ensemble des soignants, nous constatons qu'après un plan Ségur, qui devait redonner plus d'intérêt au métier de la filière soignante, ce plan a échoué. Le Ségur a permis une augmentation salariale, certes, pour les débuts de carrière. Malheureusement, pour l'ensemble des collègues déjà présents dans la fonction publique depuis plus de 5 ans et les revalorisations Ségur, ont fait perdre plusieurs années dans l'évolution des échelons. De plus, le Ségur n'a permis de redynamiser la filière soignante. En effet, nous constatons aujourd'hui même de nombreuses souffrances, de nombreuses absences au sein des unités de soins. Enfin, le Ségur a oublié l'ensemble des catégories C, la filière la plus représentative dans l'hôpital, ceux qui sont les premiers de corvée, ce qui est une honte. Enfin, la CGT qui est à vos côtés au niveau local, que ce soit au niveau syndical que sur le terrain, a entendu l'ensemble des souffrances et mal-être et les ras-le-bol de l'ensemble de nos collègues. C'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui pour faire entendre des revendications de chaque corps de métier. La CGT, qui reste au cœur de son métier de soignant, ne peut faire l'écho des souffrances de l'ensemble des soignants. C'est pourquoi nous allons donner la parole à plusieurs de nos collègues qui puissent expliquer à l'Assemblée quelles sont les revendications et les améliorations à apporter dans chaque unité. Par ailleurs, je vous remercie tous avec la plus grande sincérité pour votre présence aujourd'hui sur ce parvis pour que votre mobilisation soit reconnue et entendue par tous. Ensemble, avec la CGT, décidons d'aller plus loin, rêvons plus grand. Je suis Céline Demont et je suis infirmière ici au centre hospitalier d'Arras en neurologie. Donc la neurologie qui fait partie du pôle de soins critiques. Comme vous le savez tous, l'hôpital public en France est basé sur un système de solidarité avec la sécurité sociale. Elle est basée aussi sur les soins pour toutes et pour tous. Néanmoins, après des décennies de politiques d'austérité menées par les différents gouvernements, merci, qui se sont succédés, et une crise Covid aussi qui nous est tombée dessus il y a de ça un peu plus de 2 ans déjà. Cette crise qui a mis en avant un manque de matériel en premier temps et un manque de personnel. Malgré ce manque de personnel et de matériel, nous avons été là, dans les soins, jusqu'au bout. Nous avons tenu. Aujourd'hui, néanmoins, nous sommes tous et toutes fatigués, exténués et pour beaucoup désabusés. Aujourd'hui, après 1 an, le dernier confinement s'est terminé il y a un peu plus d'1 an. Ça a été synonyme de liberté pour beaucoup de Français. Sauf que pour les soignants, ça a été synonyme de départ. Beaucoup de soignants sont partis de l'hôpital. En France, 180 000 soignants, 180 000 infirmiers, pas soignants, pardon, sont partis de l'hôpital pour du libéral, mais également pour des reconversions professionnelles, parce que trop dégoûtés de leur métier. Aujourd'hui, les services sont en sous-effectif. On a une crise des vocations et nous n'avons pas de remplacement. Beaucoup de services ici au centre hospitalier tournent en sous-effectif, à -1, je parle des infirmiers parce que je suis infirmière et c'est ce que je connais le mieux, -1, -2, -3 infirmiers dans certains services. Nous sommes fatigués, nous sommes à l'aube de l'été. Ça fait des mois que nous alertons
alertons sur notre état de fatigue. À l'aube de l'été, ça veut dire que les congés arrivent. C'est déjà une période qui est difficile habituellement, parce que nous sommes nos collègues qui partent en congé, pas forcément remplacés non plus les années d'après. Nous doublons nos heures parfois pour les remplacer pendant leur période de congé et attendons nos congés avec impatience. C'est une période tendue. Dans un mois, les futurs soignants vont arriver dans les services. Sauf que ces futurs soignants ont vécu la crise Covid également pendant leur stage à nos côtés. Ils ont vu le travail à l'hôpital et beaucoup, j'en discutais hier avec une cadre de santé dans un IFSI, beaucoup n'envisagent pas de postuler à l'hôpital. Environ un tiers des sortants vont postuler. En même temps, comment envisager de travailler dans un hôpital quand ils voient les soignants travailler 6 jours sur 7, des rappels intempestifs sur les repos et des soignants qui pleurent dans les services. Parce que oui, nous voyons nos collègues pleurer dans les services. Hier, je faisais passer des mémoires infirmiers en tant que juré. Et l'un des mémoires portait sur l'intégration des nouveaux professionnels de santé dans les équipes de soins. Je me suis aussi remise en question suite à la lecture de ce mémoire et suite à l'oral que j'ai jugé, sur comment dans un mois j'allais accueillir mes nouveaux collègues au sein de mon service. Comment leur donner le temps dont ils ont besoin en arrivant dans un service pour connaître le service, pour connaître les pathologies, pour connaître le fonctionnement global de l'hôpital. On nous dit, oui, mais votre métier c'est une vocation. Certes, c'est une vocation. On ne fait pas de l'humain par hasard. Quand nous sommes engagés dans nos études de santé, on voulait être au plus près des gens, on voulait les soigner, on voulait les accompagner, faire de notre mieux. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible, ou du moins pas dans des conditions optimales. Dans la presse ces derniers temps, nous voyons beaucoup en France qu'il y a des fermetures de santé, notamment des fermetures d'urgence pour l'été. Demain, dans une semaine, dans un mois, nous risquons d'être confrontés à une rupture de soins, ce qui signifie que les urgences vont être saturées, que les délais vont être allongés, qu'il y aura des retards de prise en charge et donc des conséquences beaucoup plus graves pour les usagers. L'État a essayé de revaloriser nos professions, notamment avec le Ségur, Samuel en a parlé, le Ségur de la santé. Sauf qu'en fait, le Ségur de la santé, c'est bien beau sur le papier, mais en fait, si demain je suis en arrêt pour X ou Y raison, je me casse une jambe, je fais un burn-out, mon Ségur de la santé, je ne l'aurai pas sur ma fiche de salaire. Pareil, il n'est pas pris dans le calcul de la retraite. De même, il faudrait peut-être valoriser certains points fixes depuis des années, par exemple pour les soignants de nuit. Un soignant de nuit, par heure, combien gagne-t-il en plus ? 1,07 € brut de l'heure en plus. Pour une nuit de 10 heures, c'est 10,70 €. Alors que les heures de nuit, ça a des impacts sur notre santé. Ça a des impacts cardiovasculaires, des impacts sur notre sommeil tout simplement, mais également des risques cancérigènes. Je vais reparler de la prime de soins critiques dont Samuel a parlé parce que mon service fait partie des soins critiques. C'est les infirmières qui touchent la prime de soins critiques. Sauf que moi, en tant qu'infirmière, sans mon aide-soignante, je suis quoi ? Mon aide-soignante, c'est mes yeux, c'est mes mains. C'est elle qui me fait remonter la plupart des problèmes que je vais transmettre aux médecins derrière. Nous sommes un binôme qui est indissociable. Alors aujourd'hui, nous revendiquons que cette prime soit également donnée aux aides-soignants. Comme on peut le voir sur nos banderoles, sauve ton hôpital parce qu'un jour, c'est ton hôpital qui te sauvera. Ensemble, avec la CGT, décidons d'aller plus, rêvons plus fort, décidons d'aller plus loin. Ça fait 30 ans que je suis dans le service public et 23 ans de anesthésiste. Avant de venir au centre hospitalier d'Arras, j'étais le CHRUGIL et j'ai fait une lance et je suis arrivée à Arras. Donc la dégradation des soins d'urgence, pour parler notamment CPD, ça ne date pas d'hier. Parce que quand j'ai quitté Lens, les 2 équipes en 24 heures, on est passé à une épidémie. La nuit, une équipe de soins fermée. Maintenant, ils sont plus quoi ? Une équipe et encore pas tous les jours.
Ah, et si on parle de ça de 2006. Eh ouais, ça fait déjà depuis 2006 que ça se découvre. Donc moi je parlais de ma spécialité, je suis anesthésiste, je travaille au bloc opératoire, j'ai fait partie des multiples, vagues Covid en réanimation. Voilà. Ah oui, Donc là nous avons été en grève il y a 1 an avec la CGT pour revendiquer nos compétences depuis l'année en pratique avancée. C'est bon, on y est. C'est en discussion. C'est en discussion. Oui. Sauf qu'en discussion, ça discute, et ça ne aboutit à rien. Donc, avec le SNIA, parce que je suis aussi syndiquée SNIA, Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes, et la CGT, qui sont les seuls à nous soutenir, on continue le combat. Donc voilà, et je suis syndicaliste depuis 30 ans. C'est chaud quand même. Voilà. Remercier les camarades de la CGT de Sud de m'avoir invité à parler. Je voudrais venir faire un constat. Je suis venue ici faire un constat que l'hôpital public, c'est une hôpital d'entreprise. Le gouvernement actuel et ce qu'on en fait de l'hôpital, c'est devenu plus du libéralisme qu'autre chose. On oublie l'essentiel. On oublie que les patients, les soignants doivent rester dans une relation saine. Une relation où le soin des patients doit être primordial, mais aussi les conditions les soins de nos patients doivent être primordiales. Nos soignants doivent être reconsidérés. Autant sur la rémunération que leurs conditions de travail, que leur temps en dehors de l'hôpital. Ça me fait penser au triangle rouge que nos camarades portent. 8 heures de travail, 8 heures de dodo et 8 heures de hobby. C'est ce qu'on voudrait pour aussi l'hôpital public. L'hôpital public, maintenant, ce n'est qu'une décharge pour le gouvernement actuel, et aussi on oublie souvent que après les patients sont... Excusez-moi, je peux relire mes notes. On supprime des lits pendant la crise Covid. On ne fait plus attention aux véritables soins. Les conditions ne sont plus respectées. Les conditions entre patients et soignants ne sont plus respectées actuellement dans l'hôpital public. C'est pour ça que nous sommes tous ici réunis pour soutenir nos camarades syndicaux, que ça soit Sud, CGT et j'en passe. Si nous sommes ici tous réunis, c'est aussi pour penser à l'après. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je suis fière de représenter pour le bien commun, cette volonté d'agir. Je laisse la parole à Hugo qui revient de Arras. À tous. D'abord, bravo pour l'action que vous avez entreprise ce jour, mais qui date pas que d'aujourd'hui, puisque votre collègue vient de le dire, entre autres, ça fait au moins depuis 2006 que le malaise il est là dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique en général, mais plus particulièrement pour ce qui nous concerne aujourd'hui, dans la fonction publique hospitalière. Alors c'est pas tant en tant que maire de Drocourt que je suis là aujourd'hui, mais je siège aussi à l'Aglo d'Hénin-Carvin où j'ai la chance, je dis bien que j'ai la chance parce que je découvre beaucoup de choses, y compris auprès et surtout auprès des salariés du domaine de la santé. Donc je préside la commission santé et accès aux soins de cet Aglo d'Hénin-Carvin. Et c'est à ce titre que depuis quelques mois, je préside le comité de surveillance de l'hôpital d'Hénin-Beaumont, qui lui-même fait partie, mais vous savez, c'est comme ça maintenant, des grands GHT, groupements hospitaliers territoriaux. Alors ici, je crois que c'est Artois-Ternois, nous c'est Artois tout court. Donc voilà, qui regroupe donc Hénin-Beaumont, qui regroupe Lens et son futur super nouvel hôpital qui devrait, si l'on en croit certains décideurs, tout résoudre. Je crache pas dessus, ça sera un super outil. Mais ça fait pas tout, qui regroupe également le privé, qui regroupe également l'étude, vous voyez un petit peu l'entreprise. Moi, je suis surtout là pour témoigner que ce que vous vivez, vous, ici à Arras, c'est également vécu ailleurs. J'ai ici le tract de la CGT qui reprend tous les différents services, les différentes structures de cet hôpital, de ce GHT. C'est exactement la même chose pour Lens. Et Jean Létocard, qui travaille au service des urgences là-bas, il aurait pu être parmi nous aujourd'hui pour en témoigner. Malheureusement, voilà, il a le Covid. Donc, vous savez, c'est exactement la même chose. Il y a des menaces qui pèsent, bien sûr, sur les salariés. Alors le Covid, bien sûr, on en a parlé pendant des ans, de 2 ans maintenant, on vous a applaudi et il fallait le faire.
Moi, je me souviens quand même de cette phrase du président de la République, qui est encore président de la République aujourd'hui, c'est le « quoi qu'il en coûte ». En tout cas, le « quoi qu'il en coûte », il ne s'est pas appliqué au niveau de la santé. Le Ségur, vous voyez, parce que bientôt ça deviendra peut-être aussi un nom commun, on parlera du Ségur, comme on parle aujourd'hui des Grenelles, de ça, de ci, de ça, de ci, de ça. Donc le Ségur, on ne va pas cracher dessus non plus, vous avez une légère, très légère revalorisation, mais c'est pas tout, loin s'en faut. Aujourd'hui, moi je ne comprends pas que dans ce pays moderne, dans ce pays où l'argent coule à flot, il y a du fric à outrance dans la bourse, on n'est pas capable d'assurer un service public de santé, un service social qui a été créé, rappelons-le, par Ambroise Croizat entre autres, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale où la France était complètement exsangue. Et aujourd'hui, avec les milliards qui coulent à flot partout, on nous dit que c'est plus possible. Ça a été dit, on privatise l'hôpital public. Non, c'est plus possible et vous avez raison de lutter. Mais comme je le disais, vous n'êtes pas seul et je pense que une convergence de tous les mouvements hospitaliers, notamment du Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, ça serait le bienvenu. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour relayer vos revendications et votre lutte auprès des autres salariés du GHT, donc de l'Artois, et puis auprès de mes collègues élus dans les structures locales. Merci beaucoup et puis continuez la lutte. Bravo. C'est quand même une drôle d'histoire que l'hôpital public et la santé publique en France. Parce que tout le monde vante les mérites de notre système de soins, de ses soignants, de ses salariés de l'hôpital qui sont impliqués, qui sont déterminés, qu'on a applaudi à 20h pendant la crise du Covid. Et quand il s'agit d'aligner les moyens suffisants, là, tout de suite, il n'y a plus personne, ou si, encore quelques communicants. Ils ont beaucoup parlé du Ségur. Nous avons très vite parlé des oubliés du Ségur. Nous avons d'ailleurs déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale pour toutes celles et tous ceux qui étaient invisibles et pourtant qui étaient les essentiels pour faire fonctionner l'hôpital public, pas juste pendant les périodes de pandémie, mais en règle générale. Je recevais à mon local de campagne la semaine dernière les puéricultrices qui se voient écartées dans un certain nombre de domaines de la fameuse prime de 118 € parce que ils les ont oubliés. Ils les ont oubliés. C'est quand même extraordinaire. On publie un décret, ils sont censés être dedans et quand il s'agit de verser la prime, il n'y a plus personne. C'est une blague en fait. Vous avez prévenu le ministère et du coup ils ont fait redescendre le fait qu'il y avait un problème et c'est bon, vous avez touché votre prime. Pas du tout. À Lille, ce qui s'est passé, comme dans plusieurs centres hospitaliers, c'est que c'est le contraire. C'est le directeur d'hôpital qui au départ a dit bah oui, selon moi vous avez le droit à la prime, je vous donne vos 118 €. Et 2 mois après avoir interrogé le ministère leur dit ah non, fallait pas leur donner, ils n'y ont pas droit. Et donc ils ont un rattrapage sur le salaire. On leur a repris sur le salaire les primes qu'on leur avait données. Voilà la situation aujourd'hui, au moment où M. Véran quitte le ministère, pourtant étant censé être un soignant, celui-là, et la suivante, Mme Bourguignon, qui avait déjà sévi sur les bancs de l'Assemblée nationale, à la fois en tant que députée Playmobil, et ensuite en tant que ministre Playmobil. Bon. Et la voilà maintenant ministre de la Santé. Ça n'augure rien de bon. Moi, je me souviens encore de cette scène qui n'avait rien à voir directement avec l'hôpital public, mais vous vous souvenez qu'on avait fait une proposition de loi avec mon collègue François Ruffin pour toutes les aides à domicile, femmes et hommes, mais essentiellement des femmes, qui sont payées en moyenne 700 € par mois pour faire des trajets interminables et des horaires interminables. Ils avaient vidé de sa substance, le texte de loi proposé par mon collègue François Ruffin, et elle s'était payée le luxe de dire, parce qu'on avait voté contre à la fin notre propre texte, puisqu'il avait vidé de sa substance que ça n'avait plus rien à voir. Oh ben, vous avez le tout, vous votez même contre votre propre texte. Et elle rigolait, et ça la faisait marrer. Voilà aujourd'hui la nouvelle ministre de la Santé. Quelqu'un qui rigole du sort de milliers de femmes et d'hommes, mais surtout des femmes, qui sont payées au lance-pierre dans ce pays et qui pourtant sont si essentielles dans toutes les perspectives qui sont devant nous de création d'une 5e branche. Vous suivez comme moi l'actualité à ce sujet et le chantier, il est devant.
Je voudrais pas être trop long, mais vous évoquez un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur pour comprendre ce qu'ils font à l'hôpital public et ce qu'ils ont fait à tous les services publics, qui est la même recette implacable qu'ils ont appliquée, c'est-à-dire le New Public Management. C'est une théorie libérale mise au point dans les années 70 aux États-Unis et qui visait à dire, du point de vue des libéraux, que bon, les services publics, les fonctionnaires, tout ça, c'est bien gentil, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait trop. Sur un principe idéologique de base, c'est que moins il y a d'État, plus le marché peut prendre sa part. Et qu'il faut que l'État ne s'occupe que de ce qu'il a à s'occuper, et si possible, avec la meilleure rationalisation possible, c'est-à-dire que ça coûte le moins cher possible. Okay ? Et donc, ils ont appliqué les recettes du privé au public. C'est ce qu'ils ont appelé le New Public Management. Et de cette doctrine-là a été pondu en France le principe de la T2A, le paiement à l'acte. Puisque comme il faut tout rationaliser, il faut que tous les actes inutiles ou qui coûteraient trop cher, on puisse en faire la chasse. Donc il faut regarder chaque acte et lui mettre un prix et regarder combien ça fait et tenir le budget et faire ce qu'ils ont appelé le l'ONDAM, hein, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Et c'est toute cette logique-là appliquée à l'hôpital public qui l'a tué et qui continue de le tuer. Parce que finalement, on ne s'occupe plus de l'essentiel, soigner. On passe notre temps à gérer, à regarder les sous, à regarder les effectifs. Et ça, les libéraux ont un mal fou à le comprendre. Mais à la fin, ils finissent eux-mêmes par se dire que leur machin ne fonctionne pas. La pandémie est venue leur rappeler. Et alors, c'est la nouvelle fuite en avant du New Public Management pour, comment dirais-je, gagner en efficience. Hein. Je vous donne tous les gros mots-clés qu'ils emploient d'habitude. Et alors là, leur nouveau grand truc, c'est le numérique. Il faut du numérique partout, hein, pour prendre votre rendez-vous, pour annuler votre rendez-vous, pour suivre votre dossier médical, vous poursuivre les patients, etc., etc. Du numérique à toutes les sauces. Et évidemment, comme vous avez le numérique, on vous explique que vous avez besoin de moins de collègues. Et ça continue. Et ça continue. Et tout le temps que sont censés passer les salariés de l'hôpital et les soignants auprès des patients, ça, c'est jamais comptabilisé. Jamais. Comme si l'humain, finalement, c'était que peu de choses dans la gestion d'un service public. Et bien précisément, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Rompre avec cette logique du New Public Management. Repartir des besoins. Remplir les caisses de la sécurité sociale. C'est pour ça que je pense que tous les salariés de l'hôpital et tous les soignants ont intérêt à l'augmentation du SMIC, par exemple. Pas juste pour eux-mêmes, ceux qui sont les plus mal payés à l'hôpital, qui se verraient rehausser leur rémunération, ça c'est sûr, mais parce que quand vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations sociales. Et si vous augmentez les cotisations sociales, vous remplissez les caisses. Et ça vous permet d'avoir les moyens d'aider les gens. On se faisait une réflexion avec des amis qui travaillent dans le secteur de la santé. On se disait, mais finalement, quand on fait le tour, de quoi les soignants ne manquent pas? À chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, il manque de ci, il manque de ça. De quoi il manque pas? On a trouvé la seule réponse. De patients. Ça, il n'en manque pas. Ça, c'est sûr. Par contre, tout le reste, vous pouvez toujours courir. Que ce soit pour les moyens en équipement, que ce soit pour les collègues, ou que ce soit pour la rémunération. Donc, il est grand temps que nous puissions mettre les moyens dans ce qui nous est cher et ce qui nous doit nous être essentiel, à savoir prendre soin les uns des autres. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, ça s'appelle le service public. Le service public, encore et toujours. Et j'espère que nous pourrons continuer à défendre cela, cette fois-ci plus en étant dans l'opposition et en râlant à la tribune de l'Assemblée nationale ou devant l'hôpital, mais bien en appliquant dans une majorité un programme ambitieux pour l'hôpital public, parce que vous en avez toutes et tous bien besoin, on en a tous besoin. Merci pour votre attention.